Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce retour d'expérience. Nous partons à Valenciennes pour une présentation sur la diversification en centre ancien, un nécessaire travail partenarial. Et nous avons le grand plaisir donc d'accueillir Véronique Pierre, directrice du renouvellement urbain à Valenciennes Métropole. Bonjour madame, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez donc nous présenter le travail réalisé au sein de Valenciennes Métropole sur la diversification de l'habitat et dont l'une des forces, comme nous le verrons, est le mode partenarial. Alors, quelques petites précisions techniques. Vous pouvez donc poser vos questions sur notre fil de discussion via le chat qui se situe donc en bas de votre écran, à peu près au milieu. Et sinon, n'hésitez pas à lever la main au terme de la présentation pour prendre directement la parole. Un grand merci à Constance Bon et Raphaël Munich, nos experts en rue qui ont préparé cette session. Et donc, Véronique Pierre, je vous passe la parole. Bonjour. Donc oui, effectivement, je vais vous présenter donc la méthode qui a été mise en place par l'agglomération Valenciennes Métropole pour la mise en place d'opérations de diversification. Alors sur les sites PNR-CAD, je vais vous présenter quelques éléments de contexte de Valenciennes Métropole pour comprendre voilà le décor, le contexte de nos opérations de diversification, puisque chaque territoire est très particulier. Donc l'agglomération de Valenciennes Métropole, quelques spécificités en termes démographiques ou urbains. Donc on a une ville-centre, la ville de Valenciennes, qui a un poids démographique assez faible. Donc ça, c'est important de comprendre par rapport aux répartitions de population sur l'agglomération. L'agglomération centrale, par contre, quant à elle, Valenciennes et les communes alentours concentrent quand même 60% des habitants de l'agglo. Et le pays de Condé, donc où se situent les sites PNR4 sur lesquels on est en opération on a les opérations de diversification, donc tout au nord de l'agglomération, concerne à peu près 17% des habitants. Sur le reste de l'agglo, on est plutôt sur un arc rural, notamment sur la partie sud-sud-est. Autre particularité en termes d'urbanisation, surtout quand on parle de renouvellement urbain, on a plutôt en tête des questions de grands ensembles. Nous, on est marqué par un territoire où il y a énormément d'habitats individuels. Vous avez les ratios, et notamment, on a énormément d'habitats individuels miniers. Pour vous donner un ordre d'idée, l'habitat individuel minier, chez nous, c'est 20% du parc social. Voilà, donc des particularités qui influent aussi sur les produits qu'on peut proposer, ou en tout cas les produits que les prospects attendent lorsqu'ils font l'accession à la propriété. Autre particularité, donc si on fait un focus sur le marché immobilier, donc on a un marché immobilier qui est presque atone, en tout cas voilà, très 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 détendu, une initiative privée qui est quasi inexistante, alors notamment sur les quartiers où on est sur des opérations de diversification, dominé par le marché immobilier, donc dominé par l'ancien dans l'individuel, l'individuel dans l'ancien, pardon. On est à peu près à 2/3 des transactions. Au niveau des prix, élément important aussi, parce que ça va conditionner le prix de sortie de nos opérations. On est sur des offres qui sont entre 90 000 et 120 000 euros pour des logements qui tournent autour d'un petit 100 mètres carrés. Donc ça fait des prix qui sont très très bas, très abordables, on va dire. Pour ce qui est du marché de la promotion immobilière, donc très très faible, et puis surtout concentré sur la ville-centre, sur la ville de Valenciennes, on a des prix qui sont autour de 3 000 euros du mètre carré. Et puis aussi, élément à avoir en tête, c'est la seule ville de notre territoire où on peut faire de la défiscalisation, donc ça absorbe encore plus le marché immobilier sur cette ville-centre. Au niveau de l'offre neuve dans les lots à bâtir, pareil, toujours sur des questions de coût, pour avoir bien ces repères en tête, on est autour de 140 000 euros pour une maison avec à peu près 400 mètres carrés de terrain. Et dernier élément de contexte sur les communes qui nous concernent, vous voyez en rouge en haut de la carte, une notoriété résidentielle qui est très négative, donc c'est aussi un élément de contexte fort pour nos opérations de diversification. Petit focus sur le renouvellement urbain, donc ça c'est pour montrer là où il n'y a pas de frein. On a au niveau de l'agglomération Valenciennes Métropole une expérience assez longue, assez forte en renouvellement urbain. Dès le début, c'est l'agglomération qui a porté les projets de renouvellement urbain, donc dès l'ANRU 1.
le PNRU1, le PNR4, le NPNRU, bien sûr. Donc ça, c'est des agglos, c'est rien d'innovant. En tout cas, sur les premiers programmes, c'était une spécificité. Et on porte également des projets de renouvellement urbain sur des thématiques plus spécifiques, donc les cités minières sur notre territoire, également des centres-bourgs, et puis la question des friches. Tout ça pour dire que au niveau de l'agglo, on a à la fois l'expérience et à la fois on est reconnu aussi bien par les villes que par les opérateurs que par les bailleurs comme ayant cette expérience de renouvellement urbain. Donc de ce côté-là, pas de difficulté. Sur le PNR4 en tant que tel, donc on est sur les sites qui nous intéressent là aujourd'hui sur trois villes, mais 4 sites. Vous avez des photos, voilà, pour montrer que les terrains sont d'ores et déjà disponibles pour la plupart. Donc 4 sites qui sont sur des centres anciens de la ville de Condé, Vieux-Condé et Fresnes-sur-Escaut. C'est des communes sur lesquelles il y a également, sur d'autres secteurs bien sûr de ces villes, il y a également des projets de renouvellement urbain où il y a eu des projets de renouvellement urbain. Donc on a une dynamique assez forte de renouvellement sur ces villes-là, que ce soit par le PNRU1 ou les cités minières, et demain par le NPNRU pour la ville de Condé-sur-Lescaut. Donc sur les 4 sites qui sont fléchés avec des opérations de diversification, on a grosso modo une capacité d'une 50aine de logements. Donc on voit que c'est des opérations assez petites, et vous verrez que c'est un point sur lequel je reviendrai à la fin. Voilà, donc là on a vraiment tout le décor qui vous est planté, alors assez rapidement, forcément, s'il y a des questions, on pourra y revenir tout à l'heure. Du coup, la diversification en centre ancien, en renouvellement urbain, voilà, pour nous c'est vraiment la question d'arriver à concilier alors les attentes des acquéreurs, avec tout ce que je vous ai dit comme contexte qu'on a sur le territoire. Donc, les gens attendent de l'individuel avec jardin, possibilité de stationnement, de l'intimité, pouvoir faire évoluer son logement au fur et à mesure de sa vie familiale. Donc, grosse attente, quasi uniquement fléchée sur l'individuel. Au niveau des prix, pareil, par rapport à ce que je vous ai présenté, on voit qu'on est sur une cible prix qui doit être en dessous de 150 000 € pour un T4. Sinon, après, on rentre en concurrence avec, on part sur des prix qui sont bien supérieurs à ce que les prospects peuvent trouver dans l'ancien réhabilité. Et puis, on est en quartier ancien, on est en hypercentre. Alors, c'est des petites communes, mais on est quand même en hypercentre avec tous les enjeux que cela soulève, que ce soit en termes de densité. Donc, voilà, la relation entre individuel et densité, on voit que déjà là, c'est pas forcément évident. Les questions d'archéologie, puisqu'on est sur des communes anciennes. Voilà, sur la photo que vous avez là, on a des maisons qui depuis sont démolies, mais on a une problématique d'archéologie par la suite. La problématique d'ABF, puisqu'on est sur certaines proximités de monuments historiques, donc on a des contraintes architecturales très fortes. Et là, on rentre plutôt en balance avec la question du prix. Et puis on a aussi des questions sur le stationnement par rapport à l'espace, la densité et les hauteurs, où on se retrouve là avec quelque chose qui est en distorsion entre l'attente des habitants avec une maison individuelle et nous des hauteurs où on doit monter quand même un petit peu pour se raccrocher sur le bâti. Donc on voit bien que concilier l'ensemble de ces points-là, pas évident. Donc la méthodologie qui a été mise en place, c'est de mettre autour de la table, à de nombreuses reprises, je vais vous présenter la méthodologie plus concrètement après, mais de mettre autour de la table donc les prospects, bien sûr, pour arriver à bien comprendre leurs attentes, leurs besoins, ce qui les freine ou ce qui les ferait venir, voilà. Les opérateurs immobiliers, puisque c'est eux qui sont quand même maîtres d'ouvrage des opérations, et puis les architectes, pour les faire réfléchir sur cette question de concept de maison de ville, réinventer le concept de la maison de ville, puisque on ne peut pas reconstruire des maisons de 1930 comme il y a beaucoup chez nous, puisque ça ne correspond pas aux attentes des prospects. Donc voilà, vraiment mettre autour de la table et se faire comprendre les uns les autres et échanger entre ces différents partenaires. Donc la méthodologie qu'on a mis en place depuis 2 ans et demi déjà. Donc la première étape, des groupes de travail avec des habitants ou d'éventuels prospects, qui nous a permis de bien cerner, de cerner le mieux qu'on pouvait du moins, les attentes
des habitants et de ses éventuels prospects. Donc, il y avait des gens aussi bien du territoire que des gens qui venaient des communes avoisinantes. Pour vraiment approcher au plus près les attentes des acquéreurs et faire en sorte que le produit qu'on propose rejoigne au maximum cela. Tout ça nous a amené à lancer un appel à idées architectes et un appel à manifestation d'intérêt pour les opérateurs. Donc l'appel à idées architectes, l'objectif était de retenir 6 architectes qui nous proposaient un concept de maison de ville, où on avait donc dans cet appel à idées repris l'ensemble des attentes des prospects qu'on avait calés dans les groupes de travail précédemment. Donc ce que je vous disais, la question de l'habitat individuel, la question de l'évolutivité des logements, la question du stationnement à la parcelle, le cadre de vie, la différenciation par rapport aux produits locatifs sociaux qui se construisent alentour. Donc un appel à idées pour recruter 6 architectes sur des concepts de maisons de ville et un appel à manifestation d'intérêt pour les opérateurs. Voilà. On a des sites avec 50 logements en diversification. Êtes-vous prêts à porter une opération de ce type-là sur notre territoire? Donc, on a retenu conjointement, à chaque fois, on a un travail collégial, agglomération avec les villes concernées par les projets. Donc, on a retenu parmi les 25 de mémoire architectes qui s'étaient portés candidats, qui avaient proposé un concept. Donc, retenu 6 concepts de maisons de ville. On a eu ensuite une phase d'échange entre ces architectes retenus et les opérateurs qui avaient répondu à l'appel à manifestation d'intérêt. Pour avoir ce premier temps déjà de regard critique constructif des opérateurs immobiliers sur les concepts proposés par les architectes, et puis pour avoir vraiment cette parole d'architecte qui répondait aux demandes des habitants, aux attentes des habitants, et expliquer aux opérateurs immobiliers le pourquoi de l'attractivité du produit et en quoi leur concept aux uns et aux autres répondait à ces attentes et avait donc des chances d'attirer, quand bien même on est sur des territoires qui n'ont pas une notoriété résidentielle des plus élevées sur l'agglo. Passer cette étape d'échange, donc là, entre architectes et opérateurs immobiliers, on a mis autour de la table les éventuels prospects. Donc, on avait au niveau des 3 communes fait de la communication en disant on a 4 sites qui vont faire l'objet de construction en diversification. Si vous êtes intéressés pour une primo-accession, vous êtes les bienvenus à des groupes de travail. Donc, ça a relativement bien marché. Alors, sur 2 communes sur les 3. Là, on est sur des questions de relations communes-habitants et de facilité de communication. Donc, sur 2 communes sur les 3, on a eu des bons groupes d'échanges. On a pu monter jusqu'à une dizaine de personnes intéressées. Où là, on a eu première étape, leur présenter les sites en eux-mêmes, parce qu'ils ne connaissent pas forcément, ce n'était pas que des habitants de la commune, donc leur présenter toute l'attractivité du site par rapport à sa localisation, en centre-ville, près des transports, près des services, etc. Et ensuite, leur présenter les concepts de maisons de ville. Première réunion, très présentation, un peu descendant comme information. Et ensuite, sur inscription, pour ceux qui étaient du coup intéressés par ce qu'on leur avait présenté les premières fois, des groupes de travail pour affiner les concepts présentés par les architectes. Donc au début, on en avait 6, on est passé à 3, donc on a retenu 1 sur 2 sur chaque commune. Donc là, des groupes de travail vraiment sur le concept proposé. Est-ce qu'il vous convient? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Alors, on a eu beaucoup d'échanges, notamment sur cette question d'évolutivité. Un T3 qui est potentiellement demain un T4 ou un T5, avec des espaces qui sont aisément aménageables par le propriétaire à moindre frais, ne nécessitant pas forcément de permis de construire parce que tout a été prévu sur les extérieurs pour ne nécessiter qu'une modification intérieure.
Donc, beaucoup de discussions sur ça, sur les questions d'image, et c'est revenu énormément sur les questions de différenciation par rapport au locatif social. Voilà. Ce qui a permis d'avancer sur 2 sites sur les 4. Alors, au fur et à mesure, là, on est à petits pas. Et l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui, donc les permis de construire ont été déposés sur 2 sites. Les appels d'offres sont en cours au niveau des entreprises. Il y en a un qui nous est revenu et on est haut. Et du coup, là, on va pouvoir passer à la diapo d'après sur les difficultés rencontrées. Donc, on est à ce stade de appel d'offres pré-commercialisation où là, l'objectif, c'est le produit, il est attractif, il a été travaillé avec les habitants et maintenant, il s'agit de faire concorder l'autre aspect, l'aspect coût. Puisque aujourd'hui on est sur des appels d'offres qui sont un peu au-dessus de ce qu'on avait espéré. Donc au niveau des difficultés, je vous ai remis un peu en synthèse les difficultés qu'on a pu rencontrer. Alors certaines, on est passé, ce que je vous expliquais quand on dit que les prospects sont issus pour la plupart du parc social et donc veulent un produit qui se différencie du parc social dont ils sortent. Voilà, ça, ce travail avec les architectes nous a vraiment permis de trouver les petits plus, questions d'image, d'organisation, de prestations, qui permettent de se différencier, donc cette accession à la propriété. Au niveau du... Ah oui, j'ai pas du tout évoqué ça. Au niveau du temps, une vraie question sur le temps long du projet et le temps court de l'accédant à la propriété, où bien sûr, il y a des gens qu'on avait il y a 2 ans, qui depuis ont concrétisé leur projet d'accession, pas sur nos sites, parce que nos sites n'étaient pas dispo il y a 2 ans. Mais tout ce travail n'est pas perdu, même si c'est pas avec Monsieur A avec qui on avait échangé. On a capitalisé quand même sur les échanges avec ses habitants. On a une vraie question sur ces délais. Donc au niveau des recherches de solutions, et je vais avancer vite parce que j'en suis déjà à 17 minutes. Donc la question des plannings, donc avoir des plannings sûrs et resserrés au moment où on lance la commercialisation. Tout le travail qu'on a fait d'adaptation des projets, d'élaboration des projets, c'est capitalisé, c'est pas du temps perdu. Maintenant qu'on passe en commercialisation, il y a un élément qui est indispensable, c'est qu'il faut qu'on ait un planning sûr de réalisation de l'opération. C'est-à-dire que les fonciers doivent être démolis, disponibles, plus d'archéologie à purger, Sinon, on n'est pas en capacité de donner une visibilité aux accédants et là, on bloque. Pour ce qui est de la question de la différenciation du logement ou à la fois pour la question du prix cible, un des leviers, c'est d'être sur des logements évolutifs et des logements qui sont pas complètement finis. Alors, ils n'ont pas énormément de travaux à faire, mais des petits ajustements, des petites options sur les traitements de sol, sur un carport plutôt qu'un garage ou juste une place sur la parcelle. Ça permet à la fois peut-être de baisser le prix et de différer une partie de l'investissement pour l'accédant et ça permet également de personnaliser son logement. Toujours sur ces questions de cible de prix, je vous parlais de l'objectif d'une 50aine de logements. L'appel d'offres qu'on a récupéré là sur une opération, c'est sur 7 logements. Du coup, on n'a pas l'économie d'échelle. Donc, on a avec le bailleur pour qu'il puisse grouper avec un autre site d'accession à la propriété et là, être plutôt sur une quinzaine de logements, voire quelques logements en locatif social. Et du coup, là, peut-être qu'on atteindrait l'économie d'échelle et ça permettrait de baisser les prix. Toujours sur le levier financier, donc mobiliser un maximum d'aide financière. Donc, nous, on a la chance d'avoir des primes région sur le PNRCAD à 15 000 et des primes agglomération également à 5 000 euros. Donc, ce qui nous permet quand même de descendre les prix pour les acquéreurs. Et puis, on a tout ce dialogue avec les entreprises qui est en cours pour voir les marges de manœuvre, que ce soit sur la mise en œuvre, les matériaux, grouper des chantiers, peut-être revoir à la baisse quelques prestations, pour essayer d'atteindre ce prix de 150 000 où on sait que si on est au-dessus, on aura énormément de difficultés à commercialiser. J'ai essayé de faire vite. Voilà.
s'il y a des Merci. questions. Merci beaucoup. Merci Madame Pierre pour cette présentation très riche et très complète. Mais oui, n'hésitez pas à poser vos questions, donc soit dans le chat, hein, soit en levant la main si vous souhaitez vous adresser directement à Madame Pierre. Sur le dernier point de dialogue avec les entreprises, est-ce que ça a été facile? Je pense notamment au travail partenarial que vous avez très bien mis en valeur. Est-ce qu'elles ont justement adhéré à toutes ces étapes de travail? Alors, les entreprises, elles n'étaient pas sur le tour de table initialement. Alors, D'accord, c'est peut-être voilà, un point d'amélioration dans notre démarche. Le dialogue avec les entreprises, il se fait maintenant quand on est en phase d'appel d'offres, réponse appel d'offres et négociation. Alors c'est jamais simple, mais bon, les bailleurs ont espoir. Ça aurait pu peut-être, oui, effectivement, nous faciliter la tâche si les entreprises avaient été dans le tour de table lors de l'élaboration des projets, peut-être pour tirer une sonnette d'alarme un peu plus tôt ou pour proposer une solution technique en amont de l'appel d'offres. Donc voilà, on a 2 sites sur les 4 qui sont sortis. Peut-être que voilà, sur les 2 autres sites qui vont sortir, on les mettra dans le tour de table plus rapidement. très bien. Alors nous avons 2 questions, donc merci pour cette présentation. Qu'est-ce qui distingue les 6 différents concepts de maison de ville? Quelle variation d'un concept à l'autre? Alors, on avait des concepts qui étaient plus ou moins denses, plus ou moins urbains, dans le sens où on avait plusieurs sites qui ont alors ils sont tous en centre-ville, en centre ancien, mais avec quand même des caractéristiques particulières. Certains sont sur la petite photo qu'on voyait tout à l'heure, sur une placette vraiment structurée avec des gabarits assez hauts. Donc là, forcément, on doit avoir un concept de maison de ville qui est plus haut, plus dense. On avait des sites qui étaient avec des rues qui étaient un petit peu en second, enfin en sortie, on va dire, de l'hypercentre. Donc là, on peut avoir des gabarits un peu plus bas et voire même pour certains des constructions dans des petites ruelles en arrière. Donc avec là plutôt la maison individuelle, seule, enfin vraiment individuelle au cœur de sa parcelle. Donc les concepts, ils étaient aussi adaptés à chaque spécificité des terrains. Donc on avait effectivement des maisons qui étaient plutôt imitation 1930, donc assez hautes et denses, et puis d'autres plus en retrait ou groupées par 2 et adaptées à des sites qui sont un peu moins en front de rue structurant. Très bien, merci. Et une autre question sur la demande d'accession à la propriété. Donc, est-ce qu'elle était locale ou extérieure au centre-ville? Alors Quel était un petit peu le profil de… les gens qui avaient répondu, alors que sur notre tout premier groupe, dans ce que je mettais tout à l'heure dans la frise, les tout premier groupe, on avait délibérément cherché des gens qui étaient soit des villes, déjà habitants des communes, soit qui étaient de villes avoisinantes, parce qu'on peut aussi avoir des prospects qui viennent de l'extérieur. Sur les deuxièmes groupes de travail, il s'avère que c'était principalement des habitants des 3 communes. Alors certains, là je vous ai cité, c'est des noms qui ne disent peut-être rien, mais Vieux-Condé, Condé et Fresnes. Si. Il y avait des gens de Fresnes qui étaient à Vieux-Condé, et de Vieux-Condé à Fresnes et à Condé. Enfin voilà. C'est 3 communes qui sont très très proches et qui fonctionnent énormément ensemble, y compris au niveau des équipements publics, par exemple. Donc des habitants qui étaient pareil, là, on rentre dans la question de la spécificité du site, qui étaient plutôt attirés par tel site parce que vraiment à proximité des transports en commun et de l'école, mais immédiatement. D'autres un peu plus en retrait. Donc voilà. Mais on était vraiment sur des habitants de ces 3 communes-là. D'accord. Nous avons une autre question. Pourquoi la procédure n'a pas fonctionné sur la 3e commune? Je pense que vous avez mentionné des soucis de communication, mais vous pouvez peut-être nous en dire plus? Alors, pas forcément en fait. Il y a un site sur lequel délibérément on a voulu attendre. Si vous avez remarqué, il y a 4 sites et il y a 3 communes. Donc il y a une commune qui a 2 sites. Donc on s'est dit on va déjà en lancer un et on va attendre sur le sur le 4e. Et après on a un site qui n'était pas disponible tout de suite en foncier, donc sur lequel on n'a pas lancé immédiatement de groupe de réflexion plus avancé. Mais là, il revient sur le devant de la scène. Donc là, on a 3 qui sont en réflexion avec un opérateur, et puis un 4e qu'on va peut-être, le 4e, on va peut-être
le raccrocher beaucoup plus rapidement pour avoir cette économie d'échelle qu'on n'a pas pour l'instant. Donc voilà, c'est aussi lié à des questions de temporalité, de disponibilité des terrains. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main. Donc, oui, je vois une main qui se lève. Donc, Mélanie Lenal, n'hésitez pas, on vous écoute à ouvrir votre micro et votre caméra, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Je suis en Martinique actuellement. Donc en fait, je souhaite poser une question. C'est pas tout à fait clair, mais j'essaie de la poser quand même. En fait, on est confronté effectivement sur nos îlots de cœur de ville en Martinique à des fouilles archéologiques, et justement, vous avez parlé de commercialisation où tout doit être prêt, et la partie archéologie purgée. Nous, on a très peur de ça parce que on est confronté à une ancienne opération du premier programme du NPNRU qui est toujours en fouille actuellement. On se dit comment les opérateurs vont réagir face à ces terrains qui sont contraints, non seulement de leur situation en centre-ville ancien, et puis avec ces fouilles imposées. Comment gérer le coût de ces fouilles? Comment vous avez fait face à ça? Délais de fouilles, coûts, etc., pour absorber tout ça dans le programme? Alors, pour ce qui est financier, effectivement, c'est un coût qui n'est pas neutre, loin de là. Là, c'est nous, en tant qu'aglo, en tant que maître d'ouvrage de la restructuration de l'îlot. Alors, je n'en ai pas parlé, mais on fait intervenir l'EPF sur tout ce qui est acquisition-démolition. Ensuite, l'EPF nous cède les terrains. On réalise les phases éventuellement de diagnostic et de fouilles archéologiques. Donc, le coût, il est supporté par l'agglomération et la ville. Dans les leviers financiers, il y a les primes dont je vous ai parlé, et il y a aussi forcément le coût de cession du foncier à l'opérateur immobilier. Donc on leur répercute pas les centaines de milliers d'euros de fouilles quand elles ont lieu. Donc là, effectivement, c'est la part supportée par les territoires et par l'ANRU, puisque les déficits d'îlots sont financés par l'ANRU et la région. Pour ce qui est du délai, ce que je vous disais, hein, quand on commence la commercialisation, il faut à tout prix avoir purgé cette question de fouille et avoir une visibilité très claire du planning de disponibilité de terrain et de construction, pour pouvoir dire aux gens, si vous mettez une option sur la maison, elle est livrée dans 1 an et demi, et ce ne sera pas 2 ans et demi, ce sera 1 an et demi. Sur les opérations du PNRU1, on avait eu cette problématique-là où, comme à chaque fois, il faut arriver à 50% de commercialisation. Les premiers qui avaient posé une option, ils étaient partis quand on arrivait aux 50% et on n'arrivait jamais aux 50%. Voilà. Donc ça, c'est très important d'avoir un planning très clair à donner aux prospects pour dire si vous mettez une option maintenant, la maison elle est livrée dans tant de temps. Et c'est aussi, alors c'est là où pareil, on a un paradoxe. Plus les opérations sont petites, plus on va arriver à les commercialiser vite, mais moins on a l'économie d'échelle. Donc il faut arriver à trouver, d'où la discussion avec les opérateurs immobiliers, il faut trouver la bonne jauge du nombre de logements. Voilà, on voit que nous, quand on fait une opération à 7, on est quand même beaucoup trop petit. Une opération à 15, ça a l'air d'être à peu près bon. Donc il faut bien dimensionner l'opération pour être à la fois suffisamment de logements, économie d'échelle, mais pas non plus trop de logements qui nous nécessiterait un temps de commercialisation beaucoup trop long. Mais la phase d'archéologie, elle doit être purgée avant, sinon ça coince. D'accord. Donc, vous avez récupéré les parcelles auprès de l'EPF avant, parce que nous, on envisageait de faire l'EPF vendre directement aux opérateurs. Non. Mais effectivement, là, quand il y a des fouilles, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, d'accord. En tout cas, après, je ne connais pas votre EPF, mais en tout cas, notre EPF ne porte pas les fouilles. Ouais, on verra. Merci beaucoup pour votre retour. Très bien. Merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de cette session. Donc, Véronique Pierre, on vous remercie vraiment beaucoup pour cette présentation et pour les réponses aux questions. Merci à tous. Et donc, on peut poursuivre, hein, bien évidemment, les échanges sur le site donc des GRU 2021 autour d'un café virtuel dans l'attente de se retrouver en vrai. Donc, très bonne continuation et à très bientôt. Merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir.